Mmh. 2 ans sans statut, en fait, en citoyen qui n'existait pas, interdit de travailler, interdit d'être payé, interdit de tout, en fait. C'est parce qu'on est capable de communiquer qu'on ne passe pas à la violence. Quand on passe à la violence, c'est parce qu'en fait, on n'a jamais pu se parler. C'est qu'on ne peut plus se parler. Et Bien sûr. qu'il y a une réification de l'ennemi. Et l'ennemi n'est plus un humain, il devient une personne à abattre. Beaucoup de gens ont vu leur compte suspendu. Moi, ma chaîne Twitch a été censurée et bannie par Twitch sur la base de dénonciations calomnieuses. Les réseaux sociaux ont censuré. Et derrière, évidemment, l'État va pouvoir contrôler en amont, ce qui est le propre de toutes les dictatures, je rappelle, quand vous contrôlez en amont la parole. Concrètement, quand on va sur le site de service public, ce qui nous explique, c'est qu'en fait, c'est inapplicable. Bonjour à tous et ce matin, nous recevons David de Guyon, avocat. Bonjour maître. Bonjour Alexis. Alors, avec vous, je voulais parler de cette loi qui arrive de contrôle de l'âge pour l'accès aux réseaux sociaux, pour protéger notre jeunesse. On a vu Emmanuel Macron revenir à la charge depuis l'Inde, où il a expliqué que free speech is bullshit et qu'il s'agit de défendre les plus jeunes. Qu'en est-il réellement? On a vu que la volonté du gouvernement était de passer en toute rapidité ces lois pour qu'elles soient prêtes à la rentrée 2026. Est-ce que ce sera le cas? Alors, on verra parce qu'il y a déjà eu une tentative avortée en 2023 sur le contrôle de l'âge. La loi est jamais véritablement entrée en application parce qu'il manquait les décrets d'application. Concrètement, quand on va sur le site de service public, ce qui nous explique, c'est qu'en fait, c'est inapplicable. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette nouvelle loi en 2025 qui n'est pas encore promulguée à l'heure à laquelle on est en train de discuter et qui vise notamment à pouvoir justement contrôler l'identité afin de s'assurer que les mineurs, notamment ceux qui sont en minorité numérique, donc moins de 15 ans, n'aient pas la Ouais. possibilité de s'inscrire seuls, sans l'autorisation d'un adulte, sur un réseau social. Bon, dans la réalité, on a compris, c'est à partir du moment où vous devez vous identifier, évidemment, ça va contrôler tout le monde et à la fin, peut-être un peu les mineurs, sachant, comme je l'avais déjà indiqué lors de mon interview avec Florent Philippot, la difficulté, c'est qu'on a vu que les IA qui sont utilisées pour savoir si vous avez plus ou moins de 15 ans peuvent être facilement trompés. On a un mineur qui s'était filmé et qui s'était grimé le visage en faisant comme s'il avait une barbe. Et on avait constaté que l'IA n'avait pas Moi, su reconnaître qu'il était mineur. Donc voilà. j'ai 17 ans. Ça se voit pas, mais c'est exactement ça. C'est vrai qu'on peut se grimer, on peut passer outre et puis les plateformes ont déjà une politique normalement où on ne peut pas ouvrir un compte en dessous d'un certain âge, et comment ça se passe aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, chaque plateforme a ses propres règles. Chaque règle peut varier d'un État à un autre. Donc là, l'idée, c'est que dorénavant, les règles vont être dictées directement par l'Union européenne et notamment ici par la France, qui va faire en sorte d'imposer cette identité numérique aux plateformes, notamment aux GAFAM. Alors, Mmh. la difficulté, il y avait un jeune étudiant qui l'avait souligné lorsqu'il avait alpagué le président de la République, c'est qu'il expliquait qu'on allait donner des données extrêmement confidentielles à des sociétés étrangères, et notamment des sociétés étrangères qui allaient donc être soumises à des règles différentes de celles qui sont soumises en France, puisque nous avons la chance, mais je mets des guillemets parce que Mmh. vous allez voir qu'en réalité c'est très peu appliqué, mais on a la chance de bénéficier du règlement général de la protection des données qui est quand même assez protecteur sur vos données personnelles. Vous pouvez notamment demander à une plateforme de supprimer l'intégralité des données qu'elle avait sur vous depuis des années. C'est un vrai droit qui existe. C'est un droit qui est assez théorique aux États-Unis. Et malheureusement, nos données personnelles, notamment biométriques, vont être transférées aux États-Unis. Donc, on voit qu'on a un vrai problème quand même vis-à-vis de ça, puisqu'on délègue notre souveraineté numérique. Alors justement, est-ce que c'est, purement un bras de fer avec les Américains? On a l'impression que Emmanuel Macron en fait une affaire personnelle, cette histoire de contrôle des réseaux sociaux, au moins de l'âge, mais ça va au-delà puisqu'il y a le DSA, il y a beaucoup de choses, et l'idée c'est de dire: «Ben, nous on a des règles en Europe, le DSA, on va les appliquer, ça va aller à l'encontre des réseaux sociaux américains qui sont des outils d'influence aussi», et donc i c'est en gros le point final à son second mandat qu'il veut mettre avant de partir, de dire: «Au moins j'aurai ça, j'aurai contrôlé, les réseaux sociaux» et peut-être même jusqu'à interdire X ou des choses comme ça en Europe. Alors, il y a un bras de fer, là, évidemment, notamment vis-à-vis de X. Après, concernant les autres plateformes, Facebook, Instagram, je pense qu'elles accueillent avec une très grande docilité les mesures qui vont être mises en place parce que la data
notamment sur des plateformes de ce type-là, c'est vraiment leur matière première. Ce qu'elles Mmh. revendent, ce sont les Ouais, données personnelles. Donc elles c'est sont ça. friandes de données personnelles. Donc si la loi vous dit dorénavant vos photos d'identité et tout document qui permettra de vous identifier seront transmis à des sociétés étrangères qui vont transiter aux États-Unis, j'ai envie de dire, elles n'attendent que ça. Ouais. Mais justement, c'est le cas aujourd'hui, ce transfert de données déjà, parce qu'on parle souvent de souveraineté, Macron parle de souveraineté européenne. Or toutes les infrastructures, quasiment tous les softwares sont américains et particulièrement les data centers. Ah, il n'y a aucune souveraineté numérique, hein. Ça, je vous l'accorde, hein. D'ailleurs, même les services du ministère de l'Intérieur fonctionnent avec des logiciels américains. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste sur le papier. Là, Mmh, si le mot souveraineté existe, c'est que sur le papier, hein. ouais. Et justement, alors il y a ce mot qui existe sur papier. Maintenant, il y a cette, promesse qui est de protéger les plus jeunes, des écrans, hein, du temps d'écran et des contenus dangereux sur, les réseaux sociaux. Qu'en est-il réellement? Puisqu'il s'agit, comme vous le disiez en introduction, d'un contrôle de l'âge de tout le monde. Quelle est l'intention réelle d'Emmanuel Macron derrière, cette volonté de protéger la jeunesse? Mon cher Alexis, je pense que vous avez déjà plus ou moins la réponse, hein, puisque je vous ai découvert, moi, personnellement, durant la crise sanitaire. Clairement, si on avait eu une identité numérique, je ne suis pas persuadé que votre existence serait parvenue jusqu'à moi. Et c'est Ouais. bien ça, finalement, l'enjeu de l'identité numérique et notamment du programme, hein, d'Emmanuel Macron. C'est de faire en sorte que demain, si de nouveau des mesures exceptionnelles devaient être prises, que les réseaux sociaux soient capables de canaliser la contestation qui pourrait avoir lieu. Parce que pendant la crise sanitaire, je prends cet exemple parce que c'était vraiment Mmh. quelque Ouais. chose d'extrêmement choquant et marquant pour nous tous, hein. Je pense qu'on en parlera encore dans les livres d'histoire. Ouais. C'est que cette période a permis, grâce aux réseaux sociaux, de faire émerger une contestation. Avant d'investiguer comme je l'ai fait les réseaux sociaux, moi j'avais l'impression d'être un peu le seul complotiste de la bande. C'est-à-dire que je Mmh. me disais que c'est quand même bizarre ce qui se passe. Je discute avec mes confrères, on me dit oui, bon, c'est bizarre, mais quand même, la situation est grave. Et il a quand même fallu que j'arrive sur des réseaux sociaux pour voir que d'autres personnes pensaient comme moi et donc me sentir Mmh. un peu moins seul. Je pense que mon expérience personnelle, à mon avis, a dû être vécue par bien d'autres personnes. Peut-être Ouais. qu'en commentaire, hein, certains nous le diront, mais euh, on voit qu'il y a une volonté de faire en sorte qu'à l'avenir, on ne puisse pas contester aussi facilement les mesures. Les réseaux Ouais. sociaux ont censuré, mais cette censure, elle était insuffisante parce qu'on pouvait encore discuter entre nous, on pouvait encore critiquer avec un peu de subtilité, et puis on avait des alternatives qui existaient et qui nous permettaient quand même de nous retrouver. Ça, je ne suis pas certain qu'avec l'identité numérique, ce soit encore possible à l'avenir. Mais pourtant, pendant le covid, et toutes les mesures, totalitaires de contrôle de la parole et des populations, la censure sur les réseaux sociaux était extrêmement importante. Beaucoup de gens ont vu leur compte suspendu. Moi, ma chaîne Twitch a été censurée et bannie par Twitch sur, la base de dénonciations calomnieuses. Je veux dire, c'était vraiment un niveau de censure terrible. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ce qui s'est passé pendant le covid? Ce qu'on peut faire de pire, c'est que quand on vous censure a posteriori. Mmh. C'est-à-dire d'abord on vous parlez et ensuite vous êtes signalé et on vous shadowban ou on vous supprime votre chaîne. Mais en attendant, pour Emmanuel Macron, hein, je me place de leur côté, je me fais l'avocat du diable, le mal est fait. Votre idée s'est répandue dans l'esprit de d'autres personnes qui pourront éventuellement la reprendre et la diffuser sur leur réseau et vous ne Mmh. pourrez pas censurer ad vitam aeternam toutes les chaînes. Donc, on voit bien qu'ici, il y a l'idée d'intervenir en amont. Si on Mmh. sait dès le départ que vous êtes un dissident politique ou autre, alors on va pouvoir vous appliquer immédiatement des règles par anticipation qui vont vous empêcher de pouvoir soit diffuser votre contenu, soit que votre diffusion soit suffisante pour pouvoir être diffusée largement grâce aux algorithmes. Ouais. Donc on voit que l'idée, c'est d'intervenir et de tuer dans l'œuf la moindre idée qui pourrait être dissidente. Ouais, c'est-à-dire, c'est le la censure, a priori, algorithmique, ce qu'on appelle le shadow ban, l'invisibilisation, et ça, c'est déjà permis en d'une certaine façon par le DSA, notamment en période électorale, hein. On a vu le cas roumain qui était quand même un cas, sensible qui montrait, hein, l'importance que prenait la censure numérique. Alors, il y a effectivement un certain nombre de mesures qui peuvent être prises par les plateformes, mais ce sont les plateformes finalement qui mettent en place ça. Donc là, ici, c'est l'État qui pourrait intervenir et imposer aux plateformes l'application de la loi, sous peine de sanctions qui pourraient intervenir. Donc évidemment que les réseaux sociaux joueront le jeu des États dans lesquels elles opèrent, parce que derrière, il y a énormément d'argent qui est en jeu.
on n'a pas forcément cette vision-là, mais vous savez que les réseaux sociaux, c'est aussi un canal de communication et de publicité pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et Mmh, donc, il y mmh. a une manne financière Ah qui est oui. en jeu, qui est extrêmement importante, qui fait que les GAFA ont quand même intérêt aussi à pouvoir continuer d'opérer dans un pays et de se soumettre à la législation. Donc, ils vont pas nous aider, ça c'est clair. Et derrière, évidemment, l'État va pouvoir contrôler en amont, ce qui est le propre de toutes les dictatures, je rappelle, quand vous contrôlez en amont la parole, c'est quand même que le mot démocratie et l'idée qu'elle en est très très loin, eh bien, vous avez la possibilité d'empêcher certaines idées de pouvoir diffuser. Je vais même aller Ouais. plus loin, on va aller dans un monde un peu dystopique. Peut-être qu'on continuera d'ailleurs à aller sur ce sujet-là, mais si vous couplez identité numérique avec euro numérique, c'est aussi dans les bacs, ce projet, eh bien, vous avez le cocktail parfait pour pouvoir avoir également de la part des personnes qui pourraient utiliser leur notoriété, leurs réseaux sociaux pour diffuser des idées qui seraient considérées comme étant dissidentes, eh bien, de pouvoir les auto-censurer en amont. C'est-à-dire, mon cher Alexis, si demain je vous promets du sang et des larmes, si jamais vous osez diffuser des idées qui seraient C'est fou. dissidentes, peut-être que vous y réfléchirez vous-même à deux fois et que il y aura certains propos que vous empêcherez d'avoir parce que vous vous direz si demain on me bloque les comptes, si demain on vient et qu'on me prend tous les biens que j'ai, peut-être que ça peut vous faire réfléchir à deux fois. Donc c'est ça Mmh. le risque en fait de l'identité numérique couplée à l'euro numérique, c'est qu'en fait on n'ait plus de liberté, mais non pas parce que l'État nous l'interdirait, parce que l'État serait rentré dans nos esprits et nous empêcherait en amont de pouvoir finalement diffuser une idée et user notre liberté. Mais on est déjà un peu dans ce contrôle de la parole où les gens, s'autocensurent, énormément, font attention à ce qu'ils disent. Enfin, le dernier cas qui est quand même assez emblématique, et risible, c'est la CGT Banque de France, qui, accuse un des employés qui a liké des posts sur LinkedIn de Sarah Knafo et des posts, anti-Union européenne, et qui veut, une enquête poussée pour, ce cadre de la Banque de France qui n'a pas, respecté le devoir de réserve. Donc on est déjà là-dedans quand même. Oui, j'ai vu passer cette information, on a vraiment le sentiment qu'on a une sorte de Gestapo 2.0 qui est en train de se mettre en place. On avait déjà avec, Charles Allonche, le sentiment que cette commission était en train de mettre à jour une certaine idéologie qu'il pouvait y avoir dans, France Télévisions. On a le sentiment que, dans certaines administrations, effectivement, une idéologie également est venue, s'imprégner et que si vous ne rentrez pas dans cette idéologie, vous ne pouvez pas exercer. On Ouais. verra ce qui va suivre, de cette enquête et on verra si l'opinion est devenue un délit. Mais on Mmh. doit évidemment s'inquiéter tous autant que nous sommes à ne plus avoir la possibilité d'avoir les idées qui sont les nôtres et qui font qu'une démocratie fonctionne bien. Ouais. La démocratie, c'est pas le fait que tout le monde soit d'accord, c'est le fait qu'on soit pas d'accord, mais qu'on puisse en discuter quand même. Alors visiblement, ce n'est pas la définition d'Emmanuel Macron, hein. Pour lui, la démocratie, c'est penser comme lui, et surtout ne pas avoir de débat numérique parce que c'est le danger, hein. Là, on est en train de faire en sorte que les réseaux sociaux soient diabolisés de façon, assez terrible. Mais que vous parliez de cette identité numérique, ça me fait penser à une citation de Klaus Schwab, l'ancien patron du World Economic Forum, qui a pris sa retraite l'an dernier, qui expliquait qu'un des buts, des chantiers 2030 du World Economic Forum, c'était la fusion entre l'identité physique et l'identité numérique. Donc là, en fait, il y a vraiment un projet globaliste de l'Union européenne, du World Economic Forum, mais aussi des entreprises de la tech, qui travaillent sur ces identités numériques. Est-ce que ce projet, on peut le faire capoter ou est-ce que c'est foutu et il y a trop d'argent en jeu pour faire arrêter ce projet? Alors c'est une excellente question, parce que c'est une question à laquelle je tente moi-même de répondre. Je prétendrai pas que j'aurai, une réponse qui est satisfaisante, mais je vais quand même essayer de vous donner, celle qui est la mienne et celle à laquelle je suis arrivé là, à date, aujourd'hui en 2026. Il ne vous a pas échappé que, nous étions dans une société de plus en plus digitalisée Mmh. et que la crise sanitaire avait quand même vraiment poussé en ce sens. Il y a un avant et un après crise sanitaire. Après la crise sanitaire, c'est clair que tout a pu être digitalisé, le télétravail s'est installé, les réunions Zoom se sont mises en place, elles sont devenues finalement un quotidien. On voit que aujourd'hui, finalement, ceux qui n'y étaient pas s'y sont quand même mis de gré ou de force, puisque de toute façon, pendant la Ouais. crise, nous étions confinés, donc on n'avait pas vraiment le choix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a réussi à nous rendre dépendants
de nos iPhones, de nos smartphones. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire la moindre activité si vous n'avez pas un téléphone. Je vous donne un Mmh. exemple très concret. Moi, je suis un très grand fan de salle de sport. Pour pouvoir entrer dans la salle de sport, sachant que toutes les petites salles indépendantes ont fermé pendant la crise, évidemment, vous êtes obligé de badger à l'entrée. Donc, vous badgez comment? Vous badgez avec l'application que vous avez sur votre téléphone. Ça rappelle quand même un petit peu le goût, la couleur et l'odeur d'un pass sanitaire. Donc, on voit bien qu'il y a des petits réflexes qui sont restés. Euh, Quand vous mettez ça en place, donc vous accoutumez la population à être dépendante de son smartphone et de digitaliser le maximum de services publics, parce que ça coûte toujours moins cher que quand vous avez un gros bâtiment avec plein de Mmh. personnes présentes sur place et des gens qui stagnent, qui font la queue. Quand vous arrivez à digitaliser tout ça, vous avez des économies d'échelle importantes et puis surtout, ça vous permet bien de vous déresponsabiliser. Quand vous avez ce genre de comportement, l'identité numérique est déjà pour une grande partie de la population une réalité. Et pour autant, il n'y a pas un jour qui passe sans que vous n'appreniez pas par la voie des infos. Donc, imaginez le nombre de violations de données personnelles dont nous n'apprenons jamais l'existence. Il n'y a pas un jour qui passe sans que vous n'ayez pas la une d'un journal qui vous explique que des millions de données personnelles hypersensibles ont été piratées. Là, il y a quelques jours de cela, j'ai vu que dans les services de Bercy, une personne avait consulté 1,2 million de données personnelles extrêmement sensibles de comptes bancaires, informations bancaires appartenant à des Français ou à des personnes qui ont un compte en banque en France. C'est dingue. 1,2 million de personnes. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Donc, pour répondre à votre question, comment on fait quand on constate que finalement, on a d'une part le tout numérique qui commence de gré ou de force à s'imposer, et d'autre part des violations massives de données personnelles qui chaque jour ont lieu en France, et ce, sans qu'on puisse ne rien faire. Il y a une des réponses que j'ai tenté d'apporter et que je mets en place avec l'Association de défense des libertés fondamentales, c'est d'engager la responsabilité de l'État en raison de son incapacité à assurer la protection de nos données personnelles. Je Ouais. ne sais pas, je ne sais pas si ça fonctionnera. Je me dis juste que c'est une petite crotte de nez que je viens de leur lancer à la tête et qu'ils vont être un petit peu embêtés parce que, Eh évidemment, oui. si vous ne pouvez pas assurer une parfaite sécurité de nos données personnelles, vous ne pouvez pas imposer et généraliser le tout numérique. Et c'est ça que j'ai envie de mettre dans la balance. Ouais. C'est une idée, en tout cas, qui mérite d'être posée devant les juridictions et on verra ce qui sera décidé. Mais si on réussit à faire plier l'État là-dessus, ça veut dire que toute personne pourra refuser une identité numérique en disant j'ai un motif légitime, vous n'êtes pas capable de m'assurer la protection de mes données personnelles, donc moi je demande à ce que mes données soient traitées en format physique, en format papier, et là vous pouvez en fait, eh bien concrètement, être le petit grain de sable qui fait que la machine ne va pas dérouler et vous écraser. C'est une idée, on verra ce que ça donnera. Alors c'est vrai que c'est une idée et c'est une vraie question parce que, cette volonté de demander aux gens de mettre leurs pièces d'identité pour avoir accès aux réseaux sociaux, alors même que chaque jour des bases de données de millions d'utilisateurs, sont hackées et se retrouvent dans la nature, dans le da sur le dark web ou ailleurs, ça pose vraiment question. Mais il y a aussi, une responsabilité de la part des utilisateurs parce qu'on voit bien que beaucoup de personnes, trouvent ça pratique, ne voient pas le problème, voient la digitalisation, la numérisation comme, une avancée. Et puis, au-delà même des acteurs étatiques, il y a tous les acteurs privés, notamment ceux de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle, qui sont là aussi pour faire des moissons de données incroyables. Moi, hier, j'ai vu un post assez terrible. C'était Elon Musk qui faisait la pub de Grok en disant vous pouvez maintenant rentrer votre ordonnance dans Grok et il vous expliquera ce que c'est. Voilà. Enfin, mettre des données de santé dans une IA, c'est. Je vous donne un conseil, ne le faites pas. Mais clairement, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça normal. Oui, c'est ce que je disais au tout début, hein, l'accoutumance. On vous a accoutumé à ce que vous digitalisiez l'intégralité de vos données. Je vais vous donner un exemple, hein, moi, auquel vraiment je déconseille. Les plateformes de sites pornographiques. Bon, évidemment, ça ne concerne personne d'entre nous, mais pour ceux qui, malheureusement, ont parfois l'incongruité d'aller visiter ce genre de site, aujourd'hui, vous avez l'obligation de vous identifier, justement pour démontrer que vous êtes majeur. Vous envoyez donc une donnée hypersensible qui est notamment eh bien, des documents biométriques d'identité numérique. Qu'est-ce qui va se passer si derrière, puisque vous avez les cookies, hein, donc les cookies du site, hein, qui vont permettre de connaître justement les goûts et les couleurs que vous appréciez,
Qu'est-ce qui se passe si demain on a ce genre d'informations qui tombent entre les mains de mauvaises personnes? Ah oui. Là, Mais c'est un alors, exemple concret, hein. parce que la défense de tous ces sites et de tous ces contrôles d'identité, c'est de dire que c'est un tiers et que personne ne garde les données. Est-ce que c'est vrai, techniquement? Si ça existe, si à un moment donné ça a transité sur le numérique, ça a une existence. Si ça a une Ouais. existence, ça disparaît jamais vraiment. Donc, c'est un mensonge de dire qu'il y a une sécurité parce qu'il y a un tiers de confiance. D'ailleurs, c'est l'Union européenne, hein, qui veut imposer un tiers de confiance, sur tous les pays membres, et ce tiers de confiance serait la boîte noire qui permettrait de sécuriser les données. En fait, c'est tout ça est une promesse vaine. C'est du pipeau. De toute façon, à partir du moment où vous voyez que l'État se fait braquer tous les jours des millions de données personnelles, moi, à aucun moment, je les crois sur parole, hein. Jamais, Non. mais même pas une seule seconde. Donc vraiment, si vous consultez des sites, passez pas par les sites qui vous demandent de vous identifier et qui connaîtront tous les goûts et toutes les couleurs que vous avez, parce que clairement, là, c'est des données hyper sensibles qui, de toute façon, tomberont un jour ou l'autre entre de mauvaises mains, c'est sûr. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, donc il y a le recours, de la justice, qui est finalement le dernier recours, hein, de dire à la fois on va attaquer l'État sur sa non-capacité de protéger les données sensibles des citoyens. Au niveau européen, puisqu'on voit très bien que, tout ça s'organise en équipe, hein, Emmanuel Macron n'est pas seul, on voit que Keir Starmer veut faire la même chose en Grande-Bretagne. Le chancelier Merz a annoncé qu'il voulait que tous les gens qui postent sur les réseaux sociaux le fassent de manière non anonyme et qu'on connaisse les noms des gens qui postent sur les réseaux sociaux. En Grèce, on veut aussi limiter l'accès aux plus jeunes. En Espagne, on veut carrément interdire X. Et on voit bien que c'est un ensemble, tout ça porté par des lois européennes de censure. Est-ce qu'on peut aussi attaquer par le droit l'Union européenne et son DSA? Oui, tout à fait. Je donne l'exemple parce que c'est une affaire qui est un peu médiatique et j'en ai déjà parlé. Et j'ai le plaisir d'être l'avocat des patriotes. Ils ont contesté une décision de la Commission européenne qui a inversé le principe qui était, par principe, tous les documents sont accessibles et par exception, certains documents sont confidentiels. En décembre 2024, la Commission a inversé ce principe. Elle a dit Mmh. dorénavant, c'est confidentiel. Et si vous voulez avoir l'obtention et la communication de certains documents, vous devez démontrer que ça ne porte pas atteinte à un intérêt public, à un intérêt général, à la sécurité, à la santé. Donc ça, on a attaqué. On a attaqué devant le tribunal de l'Union européenne, qui est un peu Mmh. l'office de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'on ne doit pas confondre avec la Cour européenne des droits de l'homme. Je sais que ça fait beaucoup d'acronymes et beaucoup Ouais. de juridictions, mais voilà, retenez que la Cour de justice de l'Union européenne, c'est celle qui concerne les 27 États de l'Union européenne. 27 ou 26, d'ailleurs, je ne sais plus, avec la sortie de l'Union européenne, mais bon, qu'importe, vous me direz en commentaire. Euh, L'Union européenne, donc, a des textes fondateurs, le TUE, le TFUE, le traité de l'Union Mmh. européenne, le Mmh. traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est une sorte de constitution européenne. Vous vous rappelez, vous n'avez pas aimé la constitution européenne en 2005, vous ne l'avez pas votée, mais c'est pas grave, ils vous ont fait un traité, exactement un peu la même chose. C'est dans C'est ce ça. document où vous avez toutes les règles qui concernent les grands principes de l'Union européenne et puis les règles de fonctionnement entre les différentes institutions, le Parlement, la Commission, le Conseil européen, etc. Vous avez toujours la possibilité de contester un acte pris par une commission, par exemple la Commission européenne, ou par le Parlement, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Mmh. C'est possible. Donc nous, c'est ce qu'on fait ici dans ce dossier avec les Patriotes, mais il y a d'autres avocats partout en France et dans les différents pays de l'Union européenne qui, dès qu'ils constatent qu'il y a une directive ou un règlement qui est quand même assez problématique sur le plan juridique, vont le contester directement devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc j'invite mes confrères, si certains nous regardent, à ne pas hésiter à s'emparer de ce type de contentieux parce que c'est clairement, à mon sens, un des moyens et un des outils que nous avons à notre disposition pour tenter de ralentir, si ce n'est empêcher, la déferlante autoritaire que l'Union européenne est en train de nous Mmh. mettre en place. Mmh, moi, j'essaye justement de donner la parole à un maximum de personnes, hein, qui luttent contre cet agenda de censure, évident, hein. Il y a aussi des think tanks, comme le MCC, à Bruxelles et à Budapest, et d'autres avocats, qui font ce travail-là, des associations citoyennes. On sent bien qu'il y a quand même, un problème derrière, c'est de dire qu'on est quand même assez atomisé, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, de chacun, mais on a l'impression qu'en face, on a quand même une machine technocratique, bureaucratique, qui d'ailleurs a plutôt les institutions de son côté, hein. Il faut voir comment Ursula von der Leyen n'est pas beaucoup malmenée, motion de censure après motion de censure. Est-ce qu'on a une chance quand même de gagner? Alors,
Vous avez raison de dire que Ursula n'est pas politiquement trop mise à mal. Je suis d'accord avec vous, ça a été quand même assez surprenant qu'elle ait été reconduite alors qu'elle a signé des contrats par SMS avec le directeur de Pfizer et qu'elle n'a jamais voulu communiquer les SMS. Je suis un homme politique, je me dis là, il y a quand même quelque chose d'assez bizarre. Je ne reconduirai pas ma confiance à quelqu'un qui n'est pas transparent. Mmh. Si j'étais un homme politique, ce que je ne suis pas et je n'aurais pas envie de devenir. Mais contre toute attente, elle a été renommée. Par contre, la Cour de justice de l'Union européenne a déjà censuré et annulé plusieurs décisions de la Commission européenne, à plusieurs reprises. Et elle a d'ailleurs, à plusieurs reprises également, contredit des décisions qui avaient été prises par Ursula. Ouais, Notamment, elle a ouais. demandé à ce que les contrats de Pfizer soient communiqués et qu'on ne retire toutes les parties qui étaient caviardées. Donc, je dirais que d'un côté, politiquement, elle est très puissante, mais par contre, juridiquement, on a quand même des institutions qui sont capables bien, de censurer, de taper du poing sur la table. Malheureusement, le commun des mortels n'est pas toujours informé de ces décisions, si bien que ce qui compte, c'est le politique et l'opinion publique. Ouais, et justement, alors l'opinion publique, on n'est pas quand même, en majorité, hein, on va dire, la plupart des citoyens européens sont soit dans la méconnaissance, hein, du projet de censure, soit dans l'acceptation, soit dans le fait de dire que c'est inéluctable et de dire: «Bon, bah, finalement, on va pas se battre parce que, ça ne va pas aller loin». Est-ce qu'il y a un moyen de révéler les consciences avec des «class action» entre guillemets, mais de dire: «Bon, bah, on doit être plus nombreux». Alors, voilà, il y a les médias indépendants, nous on fait notre petite part au monde moderne, vous, les avocats aussi, mais est-ce qu'on peut faire plus? Alors faire plus à nos humbles niveaux, je ne sais pas si ça dépendra vraiment de nous, mais vous avez raison, les petits ruisseaux donnent les grands fleuves donnent les grandes Ouais, rivières. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, les choses peuvent changer. Moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience d'avocat, c'est qu'il est vrai qu'on avait une certaine inculture juridique en France. ouais, C'est-à-dire que quand vous parlez, d'une class action, quand vous parlez d'une action collective, quand vous parlez de faire un recours contre l'État, naturellement, le premier réflexe qui vient, hein, qui est vraiment une pensée populaire, c'est de dire, c'est le pot de fer contre le pot de terre. c'est un peu C'est ça, hein. David contre Goliath. C'est finalement impossible de gagner, ça va coûter du temps, de l'argent, de l'énergie et derrière le résultat sera incertain. Ça, c'est vraiment une culture qu'on a en France. Je pense que l'école n'y est pas pour rien, hein. Clairement, on vous apprend jamais, comment fonctionnent les institutions et puis très tôt, vous avez quand même, ces pensées limitantes qui sont que la justice est réservée aux plus riches et ça ne fonctionne jamais. Mmh. Moi, ce que je constate quand même, parce que je suis passé de l'autre côté, hein, je suis passé de la catégorie sociale qui faisait partie, hein, je fais toujours partie de ces gens-là qui disent que la justice ne sert à rien, c'est réservé aux riches, hein. J'ai grandi dans ce milieu social. J'ai eu la chance de pouvoir passer de l'autre côté de la barrière et devenir avocat et donc d'avoir ma propre expérience. Ce que je constate, c'est qu'il y a évidemment un certain déséquilibre quand vous attaquez l'État, quand vous attaquez les institutions. C'est vrai, c'est une réalité, on ne peut pas en démentir. Mais vous avez quand même toujours la possibilité de saisir un avocat et de contester des mesures. C'est possible, Mmh. d'accord, de le faire. Il y a des États où ça ne l'est pas. Donc, chez nous, c'est possible. Et vous avez parfois des victoires. Et là, encore une fois, j'ai des exemples, hein. Je vais vous en donner un notamment sur enfin, je vais vous en donner deux sur la crise sanitaire, et vous allez voir, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle plus. Le premier, c'était en mars 2020, on vous avait expliqué, comme on ne connaissait pas terriblement ce qu'était le virus de la Covid-19, il avait été décidé que les personnes qui décédaient à l'hôpital allaient être immédiatement mises en bière et donc que Mmh. le cercueil serait fermé et présenté Ouais. directement aux familles. Si bien que les familles, lorsqu'elles perdaient un proche, n'avaient pas la possibilité de le revoir et quand elles revoyaient le proche, elles revoyaient avant tout un cercueil fermé. Je vous explique pas un peu le traumatisme que ça a pu être pour de nombreuses personnes, et j'avais eu la chance de pouvoir contester cette mesure en mars 2020. J'ai été connu un peu plus tard, mais en fait, dès mars 2020, j'avais attaqué quasiment tous les décrets, hein. Tous les décrets ont été contestés. J'avais du temps et c'est vrai que j'avais été effaré par la capacité Cette que l'État mesure. avait d'écraser nos libertés fondamentales. Il y avait des règles qui existaient pour dire voilà comment ça va se passer si un jour il y avait une crise. Et l'État avait dit non, non, mais nous, ça ne nous intéresse pas, on va créer nos propres règles. Bon, c'est quand même intéressant de dire on joue à un jeu, mais dès que le jeu il se complexifie, on change les règles du jeu. Bon, c'est curieux. Le Conseil d'État, le 22 décembre 2020, décision qui est consultable sur Internet, annule la mise en bière immédiate. Il annule, il dit, la HAS, dès avril, avait dit, à partir du moment où ils sont décédés, le risque de contamination est quand même moindre.
Voilà, je ne sais pas trop, mais effectivement, c'est vrai que ça avait l'air de tenir la route sur le papier. Donc le Conseil Mmh. d'État dit: «Le gouvernement, vous n'avez pas apporté d'éléments qui contredit, l'avis de la HAS. Vous n'avez pris aucune mesure entre avril, le moment où vous avez, découvert cette recommandation, et décembre 2020. Donc moi, je vous annule». Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de mise en bière pour la suite. Donc tous ceux qui ont pu enterrer leurs proches et les revoir dans les hôpitaux, même s'il y avait le pass sanitaire à partir de août, ils avaient quand même eu la possibilité de les revoir. Donc ça, c'est une mesure très concrète qu'on a pu obtenir grâce au droit. Donc on n'y pense pas, mais c'est possible. La Mmh. deuxième, hein, c'est Tariq Corritem, qui a fait annuler notamment les passes sanitaires dans les centres commerciaux. Ouais. Bah, merci, parce que je peux vous assurer qu'après, les centres commerciaux ne se sont pas amusés partout en France à se dire: «On va mettre des passes sanitaires». Quand ils ont vu qu'ils étaient attraits devant des tribunaux et qu'en fait, ils allaient avoir des procès, bon, ils se sont dit: «On va peut-être pas jouer avec ça». Donc merci, parce que encore une fois, une mesure très concrète qui nous a tous impactés et qui Mmh. démontre que le droit fonctionne. Alors oui, ça n'a pas empêché la déferlante autoritaire. Ça n'a pas encore fait condamner l'État pour la loi du 5 août. Non. On y travaille, hein, on est toujours devant la Cour européenne des droits de l'homme, hein, mais je pense qu'on a fait quand même notre part du travail avec les différents confrères, en Mmh. essayant, chaque fois que c'était possible, de faire tomber les plus grosses dingueries du gouvernement. Mmh. Bah, justement, une des dingueries, post-2027, ce sera de faire tomber le secret défense autour des conseils de défense sanitaire. Parce que là, on voit la collusion qu'il y a pu avoir entre les cabinets de conseil, et le gouvernement et surtout des décisions totalement erratiques qui étaient prises semaine après semaine, sur le les mauvais conseils de McKinsey et autres. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est un des prérequis à n'importe quel candidat pour l'élection présidentielle de 2027 de dire qu'il demandera la publication et la levée du secret défense sur ces conseils de défense qui n'avaient pas à en être, hein. Franchement, ce qu'on appelle la crise sanitaire, ça a été simplement une expérience autoritaire pour voir jusqu'où on pouvait aller et traiter les gens comme des sujets totalement soumis, quoi. Il y a quelque chose de terrible. Moi, ça m'a rendu fou, hein, cette période. Enfin, fou, colérique, je veux dire. On est tous rentrés dans la lutte, enfin, tous ceux qui regardent le monde moderne, j'imagine, parce qu'on a bien vu ce qui se passait et que ça n'avait rien à voir avec la santé des gens, encore une fois. Je vais vous faire une petite confidence, mon cher Alexis. J'ai le plaisir, pour la première fois de venir sur votre chaîne, et je vous remercie vraiment de Plaisir l'invitation. partagé. Ça me fait très plaisir. Nous avions demandé avec certains de mes confrères la communication des rapports des conseils scientifiques. Vous vous rappelez, le conseil scientifique, les premiers avis qui nous disaient qu'il fallait nous confiner, les avis qui avaient dit qu'il fallait mettre le port du masque pour les enfants. On avait demandé la communication des comptes rendus de ces réunions. Pourquoi? Bah, parce qu'on voulait savoir un peu ce qui s'était dit, Bah, bien sûr. qui a pensé quoi, qui a dit quoi, et on voulait savoir qui était présent. Parce que Mmh. évidemment, s'il y a quelques autorités qui ont des conflits d'intérêts qui sont présents, ça peut changer quand même un petit peu l'avis qui va être donné par le conseil scientifique. On a demandé, hein, à la CADA, la communication de ces comptes rendus. Il n'existe pas. Il y en a pas eu? Il n'existe pas. Je pense, mais là encore une fois, je n'aurai pas la preuve par 3. Je pense qu'il n'y a jamais eu de conseil scientifique. Il y a juste D'accord. eu un président du conseil scientifique qui a fait le doigt sur la couture ce qu'on lui a demandé de faire, Ouais. parce qu'il fallait faire passer des mesures qui étaient purement politiques. Et il fallait faire croire qu'il y avait quand même une sorte d'onction scientifique qui permettait Ouais. de légitimer les mesures qui étaient prises. La Mais ça, crainte c'est avec les conseils de défense, c'est que je pense qu'il n'y en a pas eu non plus. ouais. Mais ça, c'est une bombe parce que, clairement, est-ce qu'on peut avoir les preuves qu'il n'y a pas eu de conseil scientifique ou du moins que ça a été un montage? Alors on a bien vu que la science a été dévoyée, par le politique au nom du contrôle des populations et certainement pas de leur protection. C'est le cas avec ce conseil scientifique, avec les conseils de défense. Est-ce qu'on peut arriver à le prouver? Parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron passe son temps à expliquer qu'il y a la science d'un côté et puis de l'autre côté, il y a les complotistes. Et donc si on dit ça, il va nous dire: «Bah, forcément, vous êtes complotistes, donc vous pensez bien qu'il n'y a pas eu de conseil scientifique». Mais est-ce qu'on peut le prouver ça? Parce que si on arrivait à le prouver, ce serait exceptionnel. On peut prouver qu'on ne peut pas avoir la communication de ces documents. Ouais, Maintenant, ils peuvent vous dire: «On n'en a pas dressé». C'est ce qu'ils nous ont dit: «Ouais, non, mais en fait, on n'a pas ça dressé n'existe de compte pas. rendu», en fait, ils n'existaient pas parce qu'il n'y avait pas de réunion, en fait. Il y avait Mmh. juste, Delfraissy qui, voilà, encore une fois, hein, sur demande, rendait un avis, et ça, c'était pour donner voilà, cette légitimité C'est scientifique. La c'est plupart des fou. gens n'ont pas contesté les mesures parce qu'ils se sont dit: «Mais attendez, les scientifiques, ont dit ça, donc moi je ne suis pas scientifique, je fais confiance à la science, je crois à la Ouais. science», vous savez, cette nouvelle religion, hein, et Oui, donc oui. je ne conteste pas. Et c'est vrai que
On peut tomber facilement dans cette position en se disant: «Bon, nous ne sommes que des simples citoyens, c'est pas notre domaine de compétence, on fait confiance». Et Oui. encore une fois, c'est légitime de faire confiance, c'est même plutôt sain de faire confiance à un État. Ce qui est la difficulté, c'est qu'une fois qu'on voit qu'ils vous ont menti, après vous pouvez plus leur faire confiance. Et je pense que c'est ça qui fait que vous et moi, on partage aujourd'hui, cette critique du gouvernement. C'est qu'en fait, on sait qu'ils nous mentent. Donc là, Mmh. on n'a plus du tout confiance, on ne veut plus les croire sur parole. Et pour Non, celui qui s'est jamais rendu compte qu'on lui avait menti, lui, il a confiance. c'est Il a une confiance légitime. mais ça existe des gens là qui pensent qu'ils ont été protégés par les mesures du gouvernement, durant le covid? Ah oui, oui, ça existe, mon cher Alexis, oui, oui. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne discute pas avec Ouais, eux. ouais. C'est ça la difficulté. Vous savez, on m'a Mmh. reproché à plusieurs reprises d'être allé sur, des plateaux télé, BFM, France 3, France 2. C'est très bien. Mais moi, j'explique à chaque fois, je dis: «Vous savez, si on ne se parle qu'entre nous, on Ah oui. réussira jamais à convaincre d'autres personnes qui se Ah sont fait non, avoir». bien Moi, à d'accord. chaque fois que j'ai été sur un plateau de télé pour parler, d'un sujet qui était pas la crise, hein, évidemment, hein, c'est pas là-dessus qu'on m'interviewe, et je me dis: «C'est des personnes qui vont me suivre après sur des réseaux, c'est des personnes qui ensuite vont découvrir ma chaîne et c'est des personnes qui ensuite vont avoir une vision peut-être un peu différente des événements qui se sont déroulés pendant la crise sanitaire». Ils vont se C'est dire: ça. «Tiens, j'avais pas forcément, fait le lien, mais maintenant que j'ai découvert cet avocat sur un sujet qui n'avait rien à voir et qui me parle de ça, c'est vrai que ça commence à faire sens». Il faut qu'on réussisse à discuter avec des gens qui ne nous regardent pas. C'est vraiment important. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui nous regardent à discuter avec des personnes qui ne sont pas de votre avis. Pourquoi? Parce que ça sera peut-être l'occasion de leur faire découvrir autre chose. La plupart du temps, vous savez, c'est juste par ignorance, hein, qu'ils ne sont pas de notre Ouais, avis. ouais. Parce que s'ils réfléchissaient 2 minutes, ils diraient: «C'est vrai qu'on nous a peut-être raconté un peu la messe». Alors après, il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas réfléchir non plus, hein, qui, prennent les décisions du gouvernement pour argent comptant, et voilà et puis qui n'ont pas le choix. C'était quand même, ce pass sanitaire, était, un outil de coercition énorme et pour beaucoup de gens, c'était impossible d'avoir une vie normale, de travailler, sans ce pass. C'est quand même terrible de voir comment, on a, poussé les gens à prendre cette injection, en faisant croire qu'ils avaient la liberté de le faire ou pas. Ah, moi, j'ai cette image, hein, qui me revient toujours, hein, c'est une clé de bras et un couteau sous la gorge. Mmh. Et on vous dit: «Mais vous êtes libre, hein, vous pouvez choisir, hein. Soit on vous tranche la gorge ou soit effectivement vous vous faites injecter, mais vous avez le choix». Avec ce petit Mmh. sourire, vous savez, où on Mais sent que ce sont c'était une les petits capots, qui sont toujours prêts à ouais, appliquer les moindres ordres. c'est ça. C'est assez terrible, hein, vraiment, j'en ai vu dans les hôpitaux. J'ai négocié Ah, beaucoup de ruptures conventionnelles pour des agents, pour qu'ils puissent sortir, en fait, de la situation dans laquelle ils étaient. Je peux vous assurer qu'il y avait un plaisir jouissif, dans le regard et dans la voix, de quel ceux que nous bonheur. avions en face, qui étaient vraiment ravis d'appliquer des mesures Ouais, aussi ouais, coercitives et ouais. aussi, illégitimes à l'égard de personnes qui C'est avaient juste envie ignoble, d'essayer de sortir. ignoble. Parce qu'en réalité derrière c'est des vies qui ont été brisées, enfin les soignants suspendus, c'est plusieurs mois, même plusieurs années en réalité. C'était 300 combien de jours? 600 jours? C'était 20 mois, alors en jour, 20 je mois, voilà, ouais, pas donc mois, quasiment quasiment 2 2 ans, hein. ans. Mmh. 2 ans sans statut, en fait, en citoyen qui n'existait pas, interdit de travailler, interdit d'être payé, interdit de tout, en fait, avec zéro droit du travail et là, j'en veux beaucoup aux syndicats qui ne sont pas montés au créneau. Enfin, c'était un scandale, mais pas sanitaire, c'était un scandale, purement, d'État, de traiter des citoyens français de cette façon. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit que ça revient à la charge. Là, on en Oui, discute oui, un petit peu moins en ce moment, mais il y a la vaccination contre la grippe là, qui était au programme de la loi de financement de la sécurité sociale de 2026, qui a été votée en partie là, au 30 décembre. Il y a encore la question de la vaccination obligatoire pour la grippe qui va se poser, hein, évidemment. Et on sent déjà que ça va être les mêmes mécanismes que la loi du 5 août. La loi du 5 août, ouais. d'ailleurs, qui existe toujours, hein. Il suffit juste qu'il y ait un décret qui intervienne et on vous réapplique la loi du 5 août. Mais c'est Euh, en d'ailleurs, c'est les mêmes acteurs, hein, qui reviennent sur les plateaux. On a vu, Mathias Bargon et cetera, avec leur même discours de vouloir faire des boucs émissaires, ne pas soigner, contre le serment d'Hippocrate, des gens qui ne seraient pas vaccinés. Puis ensuite, ils se sont défendus de ne pas avoir dit ça, mais ils l'ont dit. Bref, c'est toujours la même chose et comme vous le dites, il y a ce plaisir sadique aussi de mettre les gens de côté, et de dire, «C'est normal parce que c'est la loi», avec la volonté de faire mal, en fait. Il y a une perversité derrière ces mesures qui, moi, me dégoûte, en fait, profondément de voir qu'il y a des humains capables d'obéir, comme ça, quoi. c'est l'expérience de Milgram, hein. Mmh. C'est vraiment l'expérience de Milgram, à grande échelle. Moi, ça m'a fait prendre conscience personnellement et peut-être en commentaire nos auditeurs nous le diront, mais j'ai jamais compris comment le nazisme ou le fascisme avait pu, exister.
Quand Mmh. j'étais à l'école, on me l'enseignait, enfin, c'est vrai que c'était, l'incarnation du mal. Comment ne pas reconnaître le diable quand il se présente devant vous? Bah, voilà. Mmh. Et la crise sanitaire arrive. Et là, j'ai compris comment on a été capable de manipuler des foules et de leur faire croire que c'était pour le bien. Parce que quand vous êtes, en train d'être sur une plage et que vous demandez aux gens d'être en dynamique parce que, vous vous dites, «Le virus va pas circuler, et comme ça va éviter les contaminations». On sent bien que c'est pas des mauvaises personnes au fond. Quand vous avez ce petit vieux qui vient sur la plage, je pense que vous l'avez cette image, en mai, 2020 lorsque, sur la plage, il y a une personne qui est allongée, puis on lui dit: «Bah non, c'est plage dynamique». C'est une super idée qu'ils avaient eue, plage dynamique. Bon, bah voilà, fallait Ah, l'avoir dans l'image des flics avec leurs fusils d'assaut, vous l'avez. gilets pare-balles, devant des baigneurs parce qu'il fallait bouger. Non, mais c'était enfin, on a vu non, mais moi, cette période m'a fait vraiment, ouvrir les yeux sur la bêtise déjà de nos contemporains, la méchanceté de de nos gouvernants et la perversité aussi, hein, de nos gouvernants sur ces mesures, aidés en cela par des cabinets de conseil. Parce que derrière, on voyait bien qu'il y avait des pays qui faisaient n'importe quoi, qui donc avaient cet agenda de traiter les gens comme des cons, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, France, enfin voilà, très loin, hein, pourtant très loin. Et puis des pays qui faisaient mais tout à fait autre chose, voire rien, et ça se passait pas plus mal. Et il fallait surtout pas dire ça. Puis alors après, il y a eu la censure de la parole publique. Et là, moi, ce qui me fait peur, c'est que Macron revient à la charge, va trouver sans doute un prétexte. Alors là, c'est la protection des jeunes. Demain, ce sera les ingérences étrangères pour les élections. Il y aura toujours un prétexte pour faire en sorte que les Français ne puissent pas s'exprimer. Ça, c'est insupportable. Ouais, c'est assez insupportable et surtout on commence à se rendre compte, qu'en réalité avec ce type de comportement, ça attise les extrêmes. Vous en avez parlé sur votre chaîne il n'y a pas si longtemps, donc le décès, de ce jeune étudiant à Lyon lors des manifestations avec, des antifas et des identitaires. Bon après encore une fois les qualificatifs, chacun, ça c'est vraiment une communication de médias, mais bon, Mmh. des personnes qui dans un autre temps auraient pu simplement être des opposants politiques et qui en arrivent à se tuer parce que, vous ne pensez pas comme eux. C'est quand même, fou, hein, de se dire: «On va vous tuer parce que vous ne pensez pas, comme vous». Enfin, c'est assez dingue et on voit qu'en fait, en empêchant et en contrôlant les populations, ça attise les extrêmes. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où finalement ils ont la possibilité de s'exprimer. Bah, bien sûr. Mmh. Or, la possibilité de s'exprimer de manière ouverte, la liberté d'expression, c'est aussi un canaliseur d'extrêmes. C'est parce qu'on est capable de communiquer qu'on ne passe pas à la violence. Quand on passe à la violence, c'est parce qu'en fait, on n'a jamais pu se parler. C'est qu'on ne peut plus se parler et Bien qu'il sûr. y a une réification de l'ennemi. L'ennemi n'est plus un humain, il devient une personne à abattre. Bah, on est en plein dedans et on voit bien que ça fait, justement, de l'eau au moulin d'Emmanuel Macron pour censurer les réseaux sociaux, pour expliquer que, vous voyez, la violence, elle est surtout sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie physique. Et donc, l'ultra-violence de l'État, on la cache toujours en disant que non, non, c'est pas violent de dire aux gens, taisez-vous, vous n'avez plus le droit de parler en public, vaccinez-vous de force avec un produit expérimental. Ça, c'est pas violent. Mais c'est ultra-violent, en vrai. Pourquoi on parle jamais de cette violence-là, à part dans des espaces comme les nôtres, qui sont minoritaires, malheureusement? Bah, c'est l'idéologie. Vous voyez, Mmh. le nazisme était une idéologie, alors toute Ouais. proportion gardée, mais le mouvement d'Emmanuel Macron est une idéologie. Tout ce qui ne rentre pas dans l'arc républicain n'est pas bien. Et si vous voulez Mmh. pas perdre votre poste, si vous voulez pas perdre un bon client, si vous voulez pas perdre, finalement, la notoriété ou le pouvoir que vous avez, bah, vous avez intérêt de rentrer dans cet arc. Et c'est Mmh. ça finalement le début quand même d'une société qui s'éloigne de la démocratie. Ah On ne bah, veut pas dire qu'on est dans complètement. une dictature, Mmh. regardez, on a encore la possibilité de s'exprimer, donc et on Oui, oui, n'aura mais pas dans des on aura pas les espaces flics devant restreints. chez nous. Moi, comme vous, j'ai connu les plateaux des médias mainstream, hein, j'ai pu, dire, ce que je pensais, et puis petit à petit, j'ai été exfiltré, hein. D'abord, il y a eu le covid, puis après je travaillais pour RT, pour les Russes. Alors là, c'était encore pire. Donc je suis vraiment un paria de ce système, et je vois comment il fonctionne. Par l'autocensure, par la courtisanerie, par la bêtise aussi, par, l'esprit, moutonnier de dire la même chose que le voisin parce que c'est ça qu'il faut dire à un instant T. C'est tout sauf de l'info, c'est de l'opinion en général au mieux ou de la propagande, et pourtant ça continue. Et alors que nous sommes des espaces justement démocratiques de liberté de parole, on voit bien qu'un des projets gouvernementaux, c'est de réduire ces espaces, voire de les interdire. Ça peut pas bien se passer en réalité. Non, ça ne peut pas bien se passer. On aura de plus en plus de mouvements radicaux et violents. Mmh.
Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce qui peut mettre fin à la violence ou en tout cas la canaliser, c'est la capacité à communiquer. Ouais. On le voit au niveau des individus, plus une personne a une incapacité à pouvoir s'exprimer, moins elle est capable d'avoir une pensée complexe parce qu'elle connaît peu de mots, parce qu'elle est difficilement capable d'avoir une pensée structurée, plus elle va être violente. C'est exactement pareil pour les groupes, hein, sur le plan, Mmh. macro, où si vous Ouais. n'avez plus la possibilité de pouvoir vous exprimer et d'avoir des idées et de les rentrer en contradiction et du coup les améliorer, hein, parce que je rappelle quand même que si vous avez une idée qu'elle est contredite, en principe, vous allez améliorer votre idée. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de la liberté d'expression. Eh bien, si vous n'êtes plus capable de vous exprimer, si vous n'êtes plus capable de vous comprendre, vous allez vous nécessairement rentrer dans un acte de violence et vous pouvez avoir des drames qui se sont produits là récemment et on en aura de plus en plus et on voit bien que le gouvernement fait tout pour attiser ces extrêmes, parce que ça lui permettra d'éliminer certains opposants politiques en considérant qu'ils ne rentrent pas dans l'arc. Ouais, mais c'est l'arc républicain. Maintenant, on voit bien que c'est la France insoumise. Après, c'était le RN. Voilà, c'est toujours ces partis dits extrémistes, hein, qui sont interdits de débat public, pour qu'il y ait u uniquement le camp de la raison. Bon, c'est assez inquiétant, de voir que ça fonctionne malheureusement, hein, pour beaucoup de gens. Ils vont se rassurer comme ça. Il y a quand même eu un avant et un après, covid évidemment, hein, et je ne parle pas là du virus, hein, qui a été létal pour certains, mais je parle des mesures autoritaires de contrôle de la population qui ont réveillé quand même pas mal de monde. Et finalement, ça a été assez contre-productif pour l'agenda de contrôle. C'est vrai que s'ils avaient voulu nous faire prendre conscience qu'il se passait quelque chose d'anormal, ils ne seraient pas pris autrement. Parce que clairement, personnellement, moi j'étais totalement endormi avant la crise sanitaire. J'avais vu Ouais. les gilets jaunes, Oui, oui. Alors moi, les gilets jaunes, ça avait déjà été un réveil quand même, hein, mais c'était un énorme. réveil pour beaucoup. Moi, ça ne m'avait pas réveillé. J'avais constaté qu'il y avait quand même des choses qui étaient anormales, mais j'avais le privilège, on va dire, d'avoir eu la chance de m'extirper du milieu social duquel je venais et de vivre quand même correctement. Alors, je ne roulais pas sur l'or, évidemment, en étant jeune avocat collaborateur, mais j'avais la possibilité d'avoir cette liberté de consommer, parce qu'on confond beaucoup la liberté de consommer avec la vraie liberté, si bien que moi, je savais qu'il y a des choses qui allaient mal, mais je ne m'étais pas plus inquiété que ça. Après la crise sanitaire, j'avais conscience que ça allait mal, mais pire, j'avais conscience que j'avais peut-être un rôle à jouer pour essayer de faire en sorte que ces personnes malveillantes qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui ont décidé Mmh. d'appliquer un agenda contre une grande partie de la population, peut-être que j'avais un rôle à jouer et que j'avais la possibilité de m'y opposer. Merci à eux, merci de nous avoir fait nous rencontrer et d'avoir eu la lucidité de se dire que ce qui se passait n'était pas normal. Maintenant, est-ce qu'on sera suffisant? Est-ce qu'on sera capable peut-être de réveiller d'autres personnes, de faire au moins se questionner? Je pense que le simple fait que vous insinuez le doute, quand l'heure d'une idée est arrivée, rien ne peut l'arrêter. J'espère, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est ce qu'on essaye de faire et je pense que oui, on voit bien que le projet d'Emmanuel Macron, mais aussi de ce qu'il représente, hein, pas que lui, ce parti européiste, ça a été d'abord la répression violente des gilets jaunes, ça a été ensuite les lois autoritaires, de contrôle de mouvement avec la crise dite sanitaire et puis aujourd'hui, c'est la censure de la parole, et de la liberté de parole sur les réseaux sociaux. C'est pas un projet démocratique, c'est pas un projet progressiste, c'est pas un projet d'émancipation. C'est clairement les mises en place de pierres d'un mur, d'un monde totalitaire qu'on veut absolument nous imposer et numériser. Oui, la capacité pour une société aujourd'hui d'être capable d'imposer un certain autoritarisme passera par le tout numérique. C'est Mmh. évident. Pourquoi? Mmh. Parce que on l'a vu dans 1984, on avait déjà le mode d'emploi. La meilleure des prisons, c'est celle dans laquelle l'esprit d'un individu est enfermé. Eh oui. Parce que c'est vous qui avez la clé. Donc, on l'a compris, les régimes autoritaires qui se voient trop sont des régimes qui ne sont pas avoués à être pérennisés. Un Mmh. régime autoritaire qui porte le nom d'une démocratie, ce qu'on appelle la démocratie autoritaire, lui, la personne qui en est victime n'a même pas conscience qu'elle en est victime. Meilleure Mmh. façon pour elle de ne jamais en sortir et évidemment de permettre à une petite caste, hein, parce qu'aujourd'hui c'est une petite caste, Bien hein, sûr. qui est au pouvoir, eh bien, de pouvoir s'enrichir sur le dos des pauvres gens qui aujourd'hui auraient normalement une voix au chapitre. La Mmh. démocratie, c'est justement de pouvoir demander au peuple de pouvoir choisir l'avenir qui est le sien. Mmh. Là, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. Bon.
Bah, en tout cas, on voit que c'est pas le cas. J'espère qu'on arrivera, à faire, capoter ces projets et ces plans et qu'on sera de plus en plus nombreux, à le faire et à rejoindre. Alors, bah, si vous êtes, en train de regarder Le Monde Moderne et que vous avez, apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre, un commentaire, un cœur, un pouce, la partager et vous abonner et puis surtout en parler autour de vous, hein, puisque c'est le bouche-oreille qui sera notre force, compte tenu de la difficulté des algorithmes et puis je vous invite à aller voir également les contenus de maître David Guyon sur les différents réseaux, puisque vous pouvez le retrouver aussi sur X, YouTube et puis vous le retrouverez aussi, je pense, ici, au Monde Moderne pour parler de ces débats importants sur la liberté d'expression. Merci beaucoup, maître. Merci Alexis pour l'invitation.